Oui, voilà donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes vendredi le 14 février. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, ce matin, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons continuer comme d'habitude avec cette série d'épisodes de l'injustice et de l'abus du pouvoir au Québec. Et qu'on sache bien, chers auditeurs, que à chaque fois, je dis bien à chaque fois qu'un nouveau témoignage rentre sur ces ondes, dans cette émission en particulier, ceci nous donne pleinement le courage de continuer ce combat de dénonciation publique sur cette forme qui favorise bien sûr la parole de la victime prioritaire. Alors, je vais essayer de vous résumer directement l'histoire de ce nouveau épisode, cette nouvelle injustice qui s'ajoute à notre liste de ce matin. Je vais vous la résumer en quelques mots, même si ce n'est pas moi qui a eu la première entrevue avec la mère de la victime. Bref, dans cette histoire, il s'agit d'une jeune fille âgée d'environ 13 ans, handicapée verbale, alors depuis sa naissance, et celle-ci fréquente une école d'enseignement spécialisée à Montréal. Alors, rien n'a été détecté jusqu'à ce jour du mois de juin de l'année précédente. Une intervenante, je dis bien, une intervenante dans cette école surprend l'un de ses collègues en train d'agresser sexuellement la jeune fille. Alors, je répète, une intervenante dans cette école spécialisée surprend l'un de ses collègues, je dis bien l'un de ses collègues en train d'agresser sexuellement la jeune fille. Alors, l'intervenante dénonce cette ordure d'intervenant qui était pris en flagrant délit. Il faut noter aussi que l'agresseur était au service de ses enfants semi- et lourdement handicapés dans cette école spécialisée. Il occupait le poste d'intervenant auprès de ses enfants depuis plusieurs années. Alors, ne me demandez surtout pas combien de victimes avait-il fait dans cette école. Je n'ai malheureusement pas la réponse, mais tout ce que je peux vous dire, que la police était avisée, une enquête est toujours en cours. Les parents de cette fille étaient mis au courant et je vous laisse le choix d'imaginer le choc et la douleur d'une telle mauvaise nouvelle auprès de ces pauvres parents. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous savez tout également que nous confions justement nos enfants à des établissements gouvernementaux en pensant en définitive qu'ils sont en sécurité pour découvrir plus précisément, je dis bien plus précisément dans l'exemple de cette histoire, le contraire. Bref, les pauvres parents se sont retrouvés devant cette épreuve un peu trop difficile à supporter, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons pas le contrôle sur le tout de notre vie et encore moins de celle de nos enfants dans des circonstances semblables. Alors j'ai dit, grâce à cette intervenante qui a été témoin de la scène de l'agression, l'agresseur a finalement été arrêté et le calvaire de ses enfants a aussi probablement fait fin à son tour. Alors l'agresseur était congédié de son travail et poursuivi en justice, mais nous n'avons pas tous les détails de ce que nous allons tenter d'apprendre à travers le témoignage de la mère de la victime qui a accepté de témoigner sur notre plateau de ce matin. Alors, nous n'allons pas dévoiler l'identité de la mère de la victime pour plusieurs raisons, bien sûr. Donc, la victime est mineure, l'enquête est toujours en cours et les persécutions contre cette famille, vous allez les entendre justement, ne sont que à l'heure du but. Alors, je continue le résumé. Donc, à la suite de ce triste événement, les parents qui n'avaient plus confiance à cette école, et avec raison d'ailleurs, ont simplement changé d'école à leur fille. Alors que tout était en reconstruction, le mois de novembre, la mère de la victime a jugé, je dis bien jugé important de déposer une plainte dans cette histoire à la Commission des droits de la personne. Et depuis le dépôt de cette plainte à la commission scolaire, l'école, les intervenants de la nouvelle école sont complètement virés à l'envers et les parents ont vite aperçu que l'école et la commission scolaire, au lieu de les soutenir dans leurs épreuves et les aider, ils sont partis en vraie croisade contre eux. En croisade contre les parents de la victime. Pourquoi? Parce que justement les parents avaient cette situation pour connaître les responsables et
les négligences qui ont pu éviter. Alors, suite à cette dénonciation, vous allez voir aussi, vous allez écouter aussi la victime, la mère de la victime, comment elle a vécu tout ce drame. Maintenant, résultat, imaginez-vous, l'école, j'ai dit bien, expulse la fille et signale la mère à la DPJ, prétendant que celle-ci souffre de problèmes de santé mentale. Et je préfère arrêter là pour laisser à la mère de la victime de nous expliquer tout ça dans ses propres mots. Et avant de lui céder la parole, je vous informe que TVA avait déjà saisi de cette histoire et en défendant, à votre avis, qui ? L'école, bien sûr, au lieu de défendre la victime et les parents de la victime. Alors, la mère a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le faux négociateur, M. Claude Poirier, sans succès évidemment, puisque les institutions du gouvernement sont pointues par le doigt. Alors maintenant, après notre thème musical, chers auditrices, chers auditeurs, nous allons tenter de vous faire entendre, si c'est possible, un extrait de cette intervention médiatique et nous céderons la parole à la mère de la victime pour entendre son témoignage, sa réaction, sa déception face à ce système qui nous écœure tous. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qui fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'Arabie du pouvoir. Ma collègue, Madame Viola Xavier, qui n'est pas encore arrivée, va m'accompagner le long de cette émission. Alors, je vous invite à demeurer à l'écoute. Une intervenante dans une école spécialisée pour enfants handicapés surprend son collègue en train d'agresser sexuellement l'une de ses élèves. Consternation et désespoir d'une famille doublement victime. Restez à l'écoute, cette histoire a pu être la vôtre. Formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison méritée, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses,
face à face, sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un félouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine de Québec. Alors j'avais dit une intervenante dans une école spécialisée pour enfants handicapés surprend son collègue, imaginez-vous, surprend son collègue en train d'agresser sexuellement l'une de ses élèves lourdement handicapée. Alors, maintenant, il y avait quand même, la TVA avait saisi ce dossier-là, et nous allons tout de suite écouter un extrait de cette couverture médiatique. Alors, je vous laisse écouter cet extrait. Vous me l'avez dit, l'école concernée a bien fait son travail. Oui, l'école, les intervenants ont bien fait leur travail, la directrice, même la commission scolaire qui a fait partie de cette école-là a bien fait le travail. Ils nous ont bien communiqué. Oui. Secondé et communiqué. Là, contez-moi ce que vous savez, vous. Ben, je sais qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Il y a une investigation, donc, qui sont aussi restreints à nous donner certaines informations. Oui, c'est normal. Mais la jeune fille qui a été victime de l'intervenant grâce à un autre intervenant qui a été témoin de ce que cet homme-là faisait à cette fillette-là. C'est grâce à elle que il a pu avoir une arrestation là. Voici ce qu'on a eu comme information de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Un incident impliquant un membre du personnel s'est produit le 12 juin dernier. Tel que le prévoit la convention collective, il a été immédiatement suspendu avec solde puisque les accusations n'avaient pas été déposées. Les parents il a été suspendu sans solde les jours suivants et congédié le 26 juin. Les parents ont été avisés par lettre et une rencontre a été effectuée par la suite. Alors, on ne peut donner son poste pour des raisons de confidentialité. Alors ça, là, c'est important de le souligner. Alors vous, à votre connaissance, ce qu'on vient de nous dire là, à la commission scolaire Marguerite Bourgeois, est-ce que c'est ça qui a été fait? Oui, tout est vrai. On a été communiqué avant par lettre à travers l'agenda de notre enfant, comme quoi qu'il y avait eu une intervention policière à l'école qui nous informait, mais qui ne pouvait pas nous donner plus d'informations dues à l'investigation. 2 semaines après, on a eu une rencontre de parents à l'école. Alors, tous les parents étaient convoqués pour rencontrer la directrice de l'école, la commission scolaire, puis il y avait même aussi des intervenants là, des spécialistes là, qui interviennent auprès des victimes et des parents d'actes criminels. Là. Alors, ils étaient bien équipés pour nous informer. Puis, dans le meeting, là, on voyait là, les parents, là, on était tous fébriles, il y en a qui étaient enragés, mais je veux dire, l'école a bien fait le travail. A bien géré le dossier. Qu'est-ce que vous savez? Il a été pris en flagrant délit, là, ce personnage-là. Là. Il a été pris en flagrant délit par un autre intervenant. Il faisait quoi à la victime? D'abord, la victime, c'est une jeune fille de quoi, de 10 ans? Ça, on nous l'a pas dit. Puis on nous l'a pas dit non plus. Est-ce que c'est vrai que c'est un enfant lourdement handicapé? Oui, il y a beaucoup d'enfants lourdement handicapés à cette école-là. Beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants non-verbales. Alors, cet intervenant-là travaille depuis 6 ans
à l'école, puis il courtoyait tous les enfants, mais comme mon enfant, moi, est non-verbal, alors si jamais il aurait fait quelque chose à mon enfant, puis qu'il n'y aurait pas eu de témoin comme ce cas-ci, jamais je vais le savoir. Mais oui, c'est bien malheureux. C'est des enfants qui parlent pas, c'est des enfants intellectuellement handicapés, donc c'est impossible. Là. Je veux dire, une chance que le témoin a vu... oui, une chance qu'il ait été poigné en flagrant délit. 6 ans qui travaillait à cet endroit-là. Jamais personne ne s'est douté de ça. Il y a peut-être, je ne sais pas, là, j'avance de quoi. Je dis pas que c'est vrai, mais comme vous dites, compte tenu que c'est non-verbal, certaines personnes, puis votre enfant c'en est un, il a peut-être touché à d'autres enfants, puis on ne le saura jamais. Non, on ne sait jamais, mais on sait par le passé de ces actes-là. Ils n'en ont jamais juste une victime, hein, mais c'est dommage parce que c'est une belle école. Mon enfant va là depuis des années. Il y a des intervenants exceptionnels qui font un travail exceptionnel. Quand on reçoit une nouvelle comme ça, c'est très ébranlant, puis veux pas, il salit l'image de l'école. C'est sûr. Alors, vous, dans le but, quand vous avez décidé de nous envoyer un courriel, puis de dire, bon, ben voici, là, vous vouliez passer un message pour dire, il faut que ça se sache. Mais vous avez, en aucun moment, me l'avez dit, là, vous avez apprécié beaucoup ce que la direction, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la direction de l'école John F. Kennedy ont fait pour les autres enfants, pour les parents, tout ça. Oui, mon but, c'était d'exposer ces actes-là parce que le silence leur rend service à ces agresseurs-là. Alors, exactement. Je voulais briser le silence. Puis, entre autres, même pendant le meeting qu'on a eu à la rencontre des parents, la commission scolaire nous a confirmé qu'elle allait faire des changements au niveau de l'école, sont à l'étude pour vérifier s'ils doivent mettre des caméras, s'ils doivent mettre plus de murs en vitre pour que la classe soit constamment exposée à tout le monde. Je veux dire, ils ont pas juste commencé à gérer juste la situation qui s'est passée, mais ils mettent aussi des plans futurs pour éviter que ça arrive une autre fois. Bien fait de dénoncer ça. Je vous remercie beaucoup et bonne chance pour les gens, les parents puis les enfants de cette école-là. Merci beaucoup, madame. Merci, bienvenue, au revoir. Merci. Alors, le gars, il a déjà... Alors voilà, chère auditrice, chers auditeurs, c'était le faux négociateur, Monsieur Claude Poirier, qui a, vous avez tous entendu, donc dans ce cas-là, il était clair qu'il défendait pas l'enfant victime, mais plutôt défendre la commission scolaire et l'école de la victime. Alors, j'aimerais bien vous dire aussi ce que nous a vraiment ébranlé, c'est que la mère qui est en ligne avec nous ce matin, elle a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec M. Claude Poirier, mais comme je l'avais dit, annoncé avant, en vain. Donc, elle n'a pas réussi à communiquer avec. Imaginez-vous la vraie victime dans cette histoire-là, elle n'a pas eu le temps de s'exprimer sur les ondes, elle n'a pas pu communiquer avec au moins TVA ou avec Claude Poirier, mais par contre, pour défendre la commission scolaire, pour défendre l'école de cette l'école où le crime a été commis, elle était complètement défendue. Alors, bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame, merci d'avoir accepté justement de témoigner dans cette émission-là. Nous, peut-être premièrement, vous êtes un petit peu révolté, surtout avant de rentrer dans l'histoire, vous êtes révolté contre Claude Poirier parce que ce journaliste n'a pas fait son travail, évidemment. Mais je voulais vous remercier au début d'avoir accepté de parler de cette situation, parce qu'on dirait que tout le monde a peur d'exposer ce qui s'est vraiment passé. Oui. Puis je comprends pas pourquoi. Puis Monsieur Poirier a donné une seule version au début, oui. Puis il ne voulait pas donner ou commenter davantage. Puis je comprends pas non plus sa réaction. Mais je suis très très contente de pouvoir parler avec vous. De s'exprimer ce matin. Ça me fait aussi plaisir. Mais madame,
madame, j'aimerais bien juste confirmer, vous avez tenté à plusieurs reprises de communiquer avec M. Claude Poirier dans cette histoire-là et vous n'avez pas réussi, quoi. J'ai réussi, mais l'équipe de M. Poirier ne voulait pas commenter davantage sur la situation. OK, voilà. Alors, revenons maintenant directement. Pouvez-vous, en quelques mots, parler-nous un peu de votre fille, là? À quel âge et en quoi consiste son handicap? C'est ça. Ma fille, elle n'est pas lourdement handicapée, là, comme M. Poirier a mentionné, puis comme la madame qui a parlé aussi a mentionné. Okay. Ma fille là, est une fille charmante. Elle a un retard surtout au niveau moteur. Okay. Donc, puis le niveau moteur, c'était surtout au niveau de langage. Donc, ma fille, elle comprend très, très bien là, tout ce qui se passe autour d'elle, mais elle a de la misère à communiquer ce qui se passe. Donc, elle est très, très sensible, là, puis elle ressent comme il faut tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est mineure, puis elle allait au secondaire à l'école John F. Kennedy. OK. Alors, madame, maintenant, donc, au moment de l'agression sexuelle, votre fille fréquentait justement l'école Jean Kennedy de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Comment avez-vous justement été mise au courant de l'incident? Oui, nous nous sommes présentés à l'école pour chercher notre fille, comme d'habitude, puis la police était présente. Okay. Puis nous a informé que notre fille a été victime d'agression sexuelle par un intervenant de l'école, mais la police nous a dit que votre fille se porte bien puisqu'elle est lourdement handicapée, donc elle ne réalise pas ce qui lui est arrivé. Elle a été agressée sexuellement et puis elle se porte bien, c'est ça? Se porte bien puisqu'elle ne réalise pas ce qui se passe autour d'elle. Oh my God, oui. Juste une seconde, Madame Xavier, vous voulez dire quelque chose? Donc, Madame, donc il y avait un témoin de la scène même, donc c'est pour ça que l'école a réagi. Est-ce que c'est le témoin qui a appelé la police ou c'est l'école qui avait contacté? Ça, je suis pas au courant des détails. Tout ce qui est enquête, tout ce qui est information, j'ai pas ce genre d'informations. Mais moi, j'ai appris que quelqu'un de l'école a appelé la police. Il y a une intervenante qui a vu l'intervenant en train d'agresser ma fille, puis il y a eu une alerte à la police, puis la police s'est présentée, puis il y a eu une enquête. Donc c'est tout ce que je sais. Je sais pas c'est qui le témoin, je sais pas qui a alerté la police exactement, je sais rien. Parfait. Mais madame, avant cet incident-là, est-ce que vous avez eu des choses préalables, des signes préalables, comme quoi votre fille peut-être probablement a été déjà agressée avant même cette fois-là? En fait, à ce niveau-là, je préfère attendre pour laisser l'enquêteur faire son travail. Excellent. Parce que je veux pas non plus nuire à l'enquête et dire énoncer des informations que après ils seront plus utilisées. Tout à fait. Alors je vais mentionner plus tard des choses, mais je veux pas non plus rentrer dans les détails de l'enquête. Là. OK. Alors madame, on peut savoir pourquoi vous avez, si j'ai bien appris, comme quoi vous avez changé d'école à votre fille. Pourquoi vous avez changé d'école? Parce que je voulais pas que ma fille se rappelle des mauvais souvenirs. Là. C'est normal que puis partout on lit aussi dans des documents là que les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles, là, c'est important qu'ils changent d'atmosphère puis qu'ils changent de milieu. Parce que c'est normal que ma fille, si elle retourne à l'école John F. Kennedy dans les mêmes locaux, puis même si l'intervenant n'est plus à l'école, c'est sûr et certain qu'elle va faire des liens, puis ça va être difficile pour elle là, de se développer puis d'oublier, surtout que ma fille là, elle a un post-traumatisme à cause de ça là. Elle ne dort pas la nuit, elle fait des sursauts, elle est stressée, donc je voulais qu'elle sorte de cette atmosphère là puis qu'elle va à une nouvelle école où elle peut se développer. D'accord. Alors madame, avant d'aller vers cette nouvelle école, j'aimerais bien poser la question, selon Claude Poirier, il disait que l'école a bien fait son travail. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi il a bien fait son travail? De dénoncer? Pour nous, oui. Mais c'est ça. Pour eux, ils disent que l'école a bien fait son travail en dénonçant, exactement, puis en coopérant avec la police.
Moi, je dis que n'importe quelle personne qui est exposée à un acte criminel est obligée d'alerter la police. Tout à fait, oui. Ben oui. Donc, c'est pas un travail bien fait par l'école d'alerter la police. C'est la chose à faire. Donc, je sais pas en quoi il dit que l'école a bien fait son travail, une sorte de défense. Mais aussi, il a dit aussi que le dossier était bien géré aussi. C'est ça. Selon vous aussi, est-ce que réellement le dossier était bien géré? Mais parce que lui, il parle de que les parents ont été rencontrés, puis que les intervenants à l'école ont reçu des services psychologiques, puis c'est de ça qu'il parle. Là, mais moi, je vais vous dire que nous, les parents de la victime, nous n'étions pas contactés par personne, ni par l'école, ni par la commission scolaire, parce que moi, après l'incident du 12 juin, j'ai arrêté d'envoyer ma fille à l'école. Donc, puis suite à ça, il n'y a personne qui nous a contactés pour quoi que ce soit, pour savoir, afin de demander comment votre fille, elle va, qu'est-ce qui se passe. Donc, il parle que les intervenants ont eu des supports psychologiques. Nous, ma fille, là, après 7 mois maintenant, là, elle n'a pas eu encore un support psychologique. Donc, je sais pas. Je ne sais pas de quoi il parle là, quand il dit que l'école a fait un bon travail et elle a bien géré le dossier. Parce que même il ajoute aussi, il dit, on l'a tous entendu, il dit que l'école a fait un travail exceptionnel. Alors ça, c'est ça. Je sais vraiment pas. Il faut lui demander la question à lui. Tout à fait. Mais revenant toujours, je vais répéter. Malheureusement, vous m'excusez. Vous avez quand même tenté de lui parler, de lui dire, écoutez, là, les choses, malheureusement, ils sont pas passées de la manière que vous le pensez, et finalement, vous aurez souhaité. Ouais, parfait. Donc peut-être qu'il voulait aussi attendre l'enquête, peut-être qu'il voulait pas nuire à l'enquête, je sais pas. Peut-être c'est ça aussi. Oui, mais madame, il est tout à fait, madame. La police faire leur travail à part de lui. J'ai aucune idée. Mais madame, selon le témoignage, selon son intervention médiatique, on a bien entendu qu'il défend. En définitive, ils défendent l'école, la commission, tout le monde ils ont bien fait leur travail, et normalement ce dossier-là il sera classé. C'est ça ce qu'on a sous-entendu, c'est ça ce qu'on a compris. Peut-être c'est ça leur intention. Okay. Mais moi je peux pas accuser personne comme ça là, de rien là, sans preuve ou quoi que ce soit. Mais d'après ce que vous avez entendu, oui, ça peut être ça, parce que comme je vous ai dit, nous les parents on est laissés de côté, on n'a aucun support psychologique, on n'a rien, puis les intervenants à l'école, ils ont tout, même l'intervenant aussi qui a été accusé est protégé par plusieurs choses, par plusieurs affaires, puis nous et surtout donc, malheureusement c'est ce que j'ai appris, c'est ça le système. Oui, voilà. C'est comme ça le système. Oui. Et est-ce que votre fille, elle était suivie aussi jusqu'à présent? En psychologie? Oui. Non. En aucun moment? Ma fille a été évaluée 2 fois par 2 psychologues, puis qui ont assumé, confirmé que ma fille a un traumatisme suite à l'agression sexuelle, puis elle en a besoin fortement d'un suivi psychothérapie. Mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas reçu aucun suivi, aucune thérapie. Puis la raison qui sortait toujours, c'était qu'elle est lourdement handicapée. Donc, ce qui a été dit depuis le début par M. Poirier, c'est ça que tout le monde utilise. Que ma fille est lourdement handicapée, donc elle n'aura pas le droit à des suivis psychologiques, elle n'aura pas le droit à rien. Parce qu'elle est handicapée, donc on a le droit de la violer, on a le droit de tout faire. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent dire, j'espère que non, par exemple. Oui. Madame Xavier, vous voulez dire quelque chose? Oui. Donc, madame, j'ai une question par rapport aux premiers instants des événements. Donc, oui, l'agression sexuelle a été commise, l'école a été mise au courant, la police a été contactée. Donc, je suppose que par la suite, votre fille a été amenée à l'urgence. Est-ce qu'il y a eu un rapport médico-légal par rapport à ça? Oui, ma fille a été amenée à l'urgence la même journée.
on est sorti vers 2h30 le matin, cette soirée-là, je me rappelle bien. Il y a eu un rapport médico-légal. Avez-vous eu connaissance? J'ai demandé d'avoir une copie. Je n'ai jamais reçu de copie. Vous n'avez pas réussi une copie? Les résultats étaient toujours vagues. On ne sait pas, on ne sait rien. Est-ce qu'ils vous ont donné une raison pour... On ne sait pas s'il y a eu quoi que ce soit. Donc, alors madame, si maintenant, nous savons rien du tout. Donc vous n'avez pas de raison, ils vous ont pas donné des raisons quoi que ce soit. Ils nous ont rien dit, ils nous ont rien. On a demandé des questions, puis ils disent on peut pas assumer quoi que ce soit, on peut pas assumer s'il y a eu une relation complète, on peut pas rien assumer. Mais il y a un rapport à ce sujet. Il y a un rapport, mais oui, il y a un rapport. Mais... J'ai demandé d'avoir une copie. J'ai reçu juste une copie d'un rapport qu'ils ont rempli quand moi j'étais là, puis qu'ils me posaient des questions. C'est tout ce que j'ai reçu, mais peut-être aussi que, comme je vous ai dit, peut-être parce qu'il y a une enquête, puis il faut pas nuire à l'enquête. Probablement, oui. Que j'ai pas le droit de recevoir. Oui, mais dans cette version-là, il y a quand même des choses inquiétantes aussi, hein. Donc il y a la police qui vous dit sur le lieu comme quoi il faut pas s'inquiéter trop parce que votre fille elle est handicapée, donc elle se souvient de rien et ils essaient de diminuer un petit peu l'impact, comme quoi c'est pas grave. Alors rentrez chez vous et oubliez ça. C'est ça. Vous rentrez, oui, exactement. C'est que c'est pas important, que ma fille est lourdement handicapée, qu'elle ne réalise rien, puis que c'est pas important, puis il faut pas dramatiser les choses, puis. Et aussi, vous allez à l'hôpital pour savoir. Écoutez, là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé à ma fille, donc vous n'avez pas le droit non plus. Mais c'est pas que j'ai pas le droit, c'est que. Pour eux, à l'hôpital, ils disent que ils ne peuvent pas dire, assumer s'il y a eu une relation complète ou non. Oui. Mais de toute façon, pour ça, madame, il n'y a pas de problème parce qu'il y a un témoin qui a vu la scène de l'agression. Oui, exactement. Donc, c'est à cause du témoin qu'il y a une enquête. Oui, tout à fait, oui. Exactement. Alors, s'il n'y a pas eu un témoin, on oublie ça, on ferme le dossier, puis ça finit là. Oui. Maintenant, madame, revenons un petit peu. Vous êtes allée dans une nouvelle école, tout ça a fonctionné un petit peu bien, et vous avez, à un moment donné, si je ne me trompe pas, et vous me corrigez, vous avez déposé une plainte à la Commission des droits de la personne. Oui, j'ai déposé une plainte à la Commission des droits de la personne afin d'enquêter plus aussi, d'aider la police au niveau de l'enquête. Oui, mais vous avez, mais avant de déposer cette plainte-là, les choses fonctionnaient bien, quoi. Votre fille, elle va à l'école, on lui dit, on essaie de lui dire bravo, vous faites des efforts et tout, c'était très bien. Mais ce que j'ai bien compris, c'est-à-dire au moment, quelques jours après que vous avez déposé la plainte et que la commission scolaire et l'école, ils sont rendus compte comme quoi vous avez effectivement déposé une plainte, tout a changé. Tout a changé, mais malheureusement, je peux pas rentrer dans les détails. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer? Ça revient à la même chose que vous avez dit au début. Oui. Que ma fille est lourdement handicapée, qu'elle ne réalise rien, puis que on n'a pas le droit de demander quoi que ce soit. Oui. Donc, depuis que vous avez porté plainte, même si vous voulez pas donner des détails, votre fille n'est plus traitée de la même manière, disons. Exactement, c'est ça. C'est ça. Oui. Okay. Et moi, tout ce que je peux vous dire, que ma fille maintenant est sans école. Expulsée aussi. Depuis le 6 janvier. Voilà, ça c'est la goutte qui va. Madame, votre fille elle est expulsée parce que. Voulez-vous nous dire pourquoi elle est expulsée? Est-ce que vous ont dit? C'est ça que je veux pas rentrer. Ok, c'est bon, parfait. Ok, parfait, parce excellent. Que là, c'est pour la devenu un dossier très complexe. Parfait. Je sais aussi qu'il y a une autre histoire avec la DPJ. Je ne sais pas si vous êtes ouverte à nous parler ce matin ou non. Et pour la DPJ, au début, cet été, quand j'ai fait le signalement concernant l'agression sexuelle, parce que d'habitude, la DPJ, c'est les premiers à s'impliquer dans les cas d'abus sexuels. Oui. Donc, j'ai fait un signalement cet été, puis la madame est venue chez nous, puis elle m'a dit elle s'est assurée que notre fille est en protection, que nous, on a mis les moyens de la protéger. Donc, eux autres, ils n'ont pas besoin de s'impliquer, puis elle a fermé le dossier. Ça, c'était cet été.
Oui. Récemment, ils ont aussi décidé de se réimpliquer de nouveau. Puis pour le même objectif, j'imagine, pour s'assurer aussi de la protection de ma fille. Donc, puis ils nous ont dit, quand on les a rencontrés, que la même chose, ils nous ont répété la même chose, que nous sommes des bons parents, puis que nous mettons les moyens afin de protéger notre fille. Donc là, après ça, ils nous ont promis de travailler sur la scolarisation de notre fille avec la commission scolaire. Madame, je comprends très très bien tout ça, mais vous voyez, je comprends aussi que vous avez une fille. Il faut le dire aussi, elle n'est pas comme les autres aussi. Vous avez beaucoup de travail à faire avec elle, beaucoup de besoins spéciaux. Beaucoup. Ma fille, comme je vous ai dit, elle n'est pas lourdement handicapée. Elle est handicapée, pas lourdement handicapée. Elle comprend très très bien tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est très très sensible aux attitudes des gens, puis à la façon dont elle est traitée. Donc, si elle est maltraitée, ça affecte beaucoup son développement. Puis, j'imagine, tout le monde sont comme ça aussi. Là, mais les enfants qui ont des besoins spécialisés, ils sont encore plus sensibles, exactement. Oui. Donc, sont plus vulnérables, sont plus sensibles. Donc, elle a besoin d'attention particulière. Puis, en plus qu'elle a besoin d'attention particulière, elle a été victime d'agression sexuelle. C'est ça. Donc là, c'est doublement l'attention qu'elle a besoin. Il faut l'aider. Il fallait l'aider à sortir du traumatisme de l'agression sexuelle. Il faut encore le faire, là. Puis, il faut travailler avec elle à cause de ses besoins spécialisés. Donc, au contraire, elle a été laissée de côté, comme quoi que ce qu'elle a vécu, c'est pas grave. Ma fille là, elle est souriante. Là. Elle sourit souvent, mais même si elle sourit, ça ne veut pas dire là qu'elle n'est pas affectée là, avec ce qui s'est passé. Ma fille là ne dort pas. Ça fait plusieurs mois qu'elle ne dort pas la nuit. Quand elle s'endort, elle fait des sursauts, puis elle se réveille tout de suite, puis elle me réclame à côté d'elle tout le temps. Puis tout le monde me reproche parce que je lui donne de l'attention, puis je lui donne de l'affection, puis j'essaie de l'aider le plus que je peux avec les moyens que j'ai. Donc, je lui ai fait l'éducatrice, je lui ai fait la psychologue, je lui ai fait tout là, pour pouvoir, parce que, étant donné que j'ai pas eu les services que ma fille devrait avoir dans cette situation-là, c'est moi-même qui est allé chercher tout ce que ma fille avait besoin. Merci. Donc là, elle est très, très attachée à moi, puis tout le monde me reproche ceci. Il me reproche que j'ai un problème mental parce que je donne de l'attention, puis de l'amour, puis de l'affection à ma fille. Surtout, madame, après l'incident, après l'agression. Votre fille, n'oublie pas qu'elle est victime d'une agression. Exactement. Puis moi, j'ai toujours donné l'affection à ma fille. Là. Ma fille, depuis qu'elle est née, là, quand elle est née à l'hôpital, elle est née prématurée. Puis elle gagnait pas de poids à l'hopital. Puis quand je l'ai amenée à la maison, c'est là qu'elle a commencé à gagner du poids. C'est à cause de l'amour. Vous comprenez? Là? Donc, c'est très, très important pour ces enfants-là, l'amour, de leur donner, de se sentir en sécurité. Puis ma fille, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de se sentir en sécurité. Donc, là, elle sort d'une agression sexuelle, puis elle s'attend à ce qu'on s'occupe d'elle, à ce qu'on lui rassure que ça arrivera plus, puis qu'on lui donne l'atmosphère sécuritaire, puis donc là, c'est pas ça qui est arrivé. Non, on dit que c'est pas grave ce qui s'est passé, puis on oublie ça, puis on laisse tomber, puis... Et au contraire aussi, madame, on vous reproche le fait que vous êtes plus trop proche à votre fille dans cette... Ils prennent ça à l'envers. Ils disent, étant donné que je m'occupe trop de ma fille, je nuis à son développement. My God, Donc... Mais à l'école, quand elle était agressée, il y a personne qui... En fait, là, à l'école, à la première école, comme je vous ai dit, moi, je veux pas donner trop de détails pour ne pas nuire à l'enquête. Mais moi, j'ai toujours suivi là, le développement de ma fille, puis
puis ce que ma fille ressentait, puis son changement aussi de comportement, puis quand est-ce qu'elle est contente, puis quand est-ce qu'elle est malheureuse, puis donc là, des fois à l'école John F. Kennedy, ma fille là, elle pleurait puis elle ne voulait plus aller à l'école. Puis à cette école-là, John F. Kennedy, il y a des enfants qui ont des troubles aussi de comportement. Ouais. Donc, elle était attaquée parfois par ces enfants-là. Tout à fait. Donc, nous, on a pensé qu'elle ne voulait pas aller à l'école à cause de ce qui lui est arrivé là, des attaques des autres enfants qui ont des troubles de comportement. Ouais. Donc là, elle a manifesté un matin, là, elle voulait pas aller à l'école, puis elle a commencé à pleurer fortement. Puis elle a embarqué dans l'autobus en pleurant. Donc à la fin de la journée, elle a reçu un rapport de comportement comme quoi que si elle refait ça, elle ne sera plus admissible à embarquer dans l'autobus. Ça, c'est suite au viol après l'agression sexuelle? Non. Ça, c'est avant l'agression sexuelle. Ouais. OK, donc ça, c'est un particulier, oui. OK. Mais madame, maintenant, madame, revenons un petit peu. Est-ce que vous avez tenté à rentrer en contact, à part Claude Poirier, est-ce que vous avez tenté de voir d'autres médias parce que justement, c'était quoi la réaction de ces médias-là? Personne qui veut en parler. Personne ne veut parler. Non. Alors voilà, c'est ça toute la question. C'est ça. Quand il y a personne qui veut en parler. Je comprends vraiment pas pourquoi. C'est pour protéger le système, en fin de compte. Pourtant, dans ces cas-là, tout le monde veut le savoir, puis les journalistes, ils cherchent à parler, puis afin d'empêcher que ça arrive, puis ça se répète, puis donc là, peut-être aussi, comme je vous ai dit au début, peut-être que les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils attendent les résultats de l'enquête. Ils veulent pas nuire à l'enquête. Alors voilà vraiment, madame, le mot qu'on a voulu savoir, c'est que les médias ne ont pas voulu s'embarquer. Il n'y a personne qui a voulu parler parce que justement, ça touche le système. Alors ça... exactement. Donc peut-être c'est pour ça. Peut-être que, comme je vous ai dit, peut-être qu'il faut pas parler jusqu'à temps que l'enquête sera terminée. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre témoignage ce matin. Et puis, on va essayer de suivre un petit peu le développement, le dossier de votre histoire. Et on va rester en contact avec vous dans les jours qui viennent. Reçu, puis de m'avoir permis de pouvoir parler, puis parce que, comme je vous ai dit, là, ça fait 7 mois là, qu'on est en train de se battre juste pour obtenir du support qui devrait être automatique à ma fille suite à ce qui lui est arrivé. Voilà, donc sur ça, madame, je vous dis un gros merci de votre courage et puis ne baissez pas les bras, continuez. Si vous avez besoin de nous à tout moment, nous sommes là. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sont devenus mes amis, réfugiés dans des femmes. Oh, que je les envie dans leur nuit une flamme. Peut-être sont-ils mal pris des démons à leur trousse ou en chaude compagnie, pas mal cotés en bourse. Peut-être sont-ils heureux sans même me le dire. Alors voilà, bonjour chère auditrice, chers auditeurs. Après ce témoignage de la mère de la victime, donc nous allons directement passer à un autre registre. Donc on va revenir maintenant, on va parler un petit peu sur la tragédie qui a coûté la vie justement de cet itinérant un peu particulier, Alain Magloire. Donc cet homme de 41 ans qui vient de perdre, qui a perdu la vie justement à son tour début de ce mois avec et nous allons
Nous avons vu aussi dans cette histoire comment cette personne avait trouvé la mort et dans quelles conditions. Donc une personne qui souffrait de troubles mentaux depuis 2004, une personne connue de service de la santé, inscrite justement dans l'aile psychiatrique où le suivi n'a jamais été respecté d'une part et de l'autre. Donc une personne aussi, on parle d'une personne vulnérable qui n'a jamais choisi d'être malade, d'être perdue, d'être abandonnée si vous voulez. Une personne qui réclame par son statut social inexistant un peu de miséricorde, un peu de considération, un semblant d'existence et pourquoi pas un peu de respect. Alors nous avons tous vu comment cet homme de 41 ans est mort et avec quelle rapidité son univers s'est éteint sans précaution aucune, sans réserve vis-à-vis à sa santé mentale ou sa vulnérabilité visiblement apparente à tout le monde. Et malgré que les policiers de la SPVM connaissaient déjà très bien le statut de cet individu, ceci n'a pas ralenti la réaction de le tuer sans froid. Alors j'ai avec moi monsieur Alexandre Popovic du groupe opposé à la brutalité policière. Bonjour monsieur Popovic. Oui, bonjour. Alors merci monsieur Popovic parce que vous êtes toujours au poste chaque fois qu'on a besoin de vous, vous répondez. Ça c'est un grand merci de votre part. Et j'aimerais bien qu'est-ce que vous pouvez nous dire à peu près de la mort justement de monsieur Alain Magloire? Bien, tout d'abord, je pense qu'il y a des sérieuses questions à se poser sur l'utilisation de la force mortelle dans un contexte où, comme on l'a vu dans les médias, M. Magloire tenait un marteau dans les mains et il y avait 7 policiers qui étaient présents sur les lieux. Alors, comment se fait-il que 7 policiers n'ont rien trouvé de mieux à faire que de tirer sur le centre masse, donc la partie supérieure du corps humain de M. Magloire, de tirer 3-4 projectiles qui ont bien évidemment entraîné sa mort. Comment se fait-il que 7 policiers se sont apparemment révélés incapables de désarmer M. Magloire de son marteau, par exemple en utilisant leur bâton télescopique? Il me semble qu'il y a une aberration là-dedans et il me semble qu'il faut questionner très sérieusement la formation qui est donnée à l'École nationale de police du Québec où, semble-t-il, on inculque aux policiers de tirer pour tuer à partir du moment où il y a une personne qui a un objet contondant dans les mains. Alors, c'est une pratique qui a coûté la vie à beaucoup de gens et malheureusement, on voit que le 3 février dernier, il y a eu une autre victime, M. Magloire. Oui. Alors voilà, Monsieur Popovic. Donc c'est une répétition. Hein, c'est pas la première fois. C'est probablement que ce sera pas la dernière fois. Mais la question que j'aimerais bien vous poser ce matin, la rapidité de mettre sur pied la recommandation d'une enquête publique. Alors dans les cas des autres, par exemple dont Mario Hamel ou Farshad ou Jean-François Nadeau, c'était pas le cas. Est-ce qu'il y a-t-il qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Parce que nous on trouve ça un petit peu injuste, un petit peu parce que Monsieur Magloire derrière lui il y a un père qui était un ministre de la Justice, un ancien procureur de la Couronne ici. Est-ce que c'est un retour d'ascenseur? Est-ce que c'est une manière de présenter des condoléances? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, à votre avis? Bien, écoutez, je pense que la plupart des gens ne sont pas conscients du phénomène, de l'ampleur du phénomène des décès aux mains de la police au Québec. Entre 2000 et 2009 au Québec, ça c'est des chiffres qui viennent du bureau du coroner, donc entre 2000 et 2009, il y a 143 personnes qui ont perdu la vie aux mains de la police au Québec. Et là-dessus, il y a eu seulement 7 enquêtes publiques sur 143 décès aux mains de la police. Oui. Alors que si on regarde du côté de l'Ontario, aussitôt qu'il y a un citoyen qui perd la vie aux mains de la police, c'est automatique, il y a une enquête publique. Lorsque l'enquête criminelle est terminée, bien évidemment, mais il y a une enquête publique, c'est fait de façon systématique. C'est également le cas au Nunavut, au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Si on regarde du côté de la Colombie-Britannique et de l'Alberta, il y a une enquête publique du coroner lorsqu'un citoyen perd la vie lors d'une intervention policière où il y a eu utilisation de la force de la part des policiers. Et au Manitoba, il y a également des dispositions semblables dans la loi sur les coroners de cette province-là. Oui, M. Popovic, ça veut dire automatiquement, dans d'autres provinces, une fois à la mort d'un homme, il y a un déclenchement d'une enquête publique. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, donc, les citoyens peuvent être
informés sur l'intervention policière, parce qu'il y a des gens qui témoignent, les policiers impliqués témoignent, et ainsi de suite. Alors qu'ici, au Québec, on a un déficit de transparence qui est extrêmement frappant là, en ce qui concerne toute la problématique des décès aux mains de la police. La plupart du temps, dans la majorité des cas, les médias vont en parler dans les jours qui vont suivre, puis après ça, il n'y a plus aucun suivi qui est fait. Hein? Alors oui, bon, c'est bien qu'il y ait une enquête publique, mais cependant, le mandat qui a été donné à la coroner Catherine Rudel-Tessier nous laisse sur notre faim, parce que le mandat, il est délimité à la seule question des interventions des services d'urgence, et semble-t-il, c'est comme ça qu'on veut désigner les corps policiers comme étant des services d'urgence, auprès des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Alors ça, en soi, c'est bien, mais la problématique de l'usage de la force mortelle va bien au-delà des personnes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale. Si on regarde, par exemple, le décès de Freddy Villanueva, il n'y avait pas de problématique de santé mentale là-dedans. Oui. Si on regarde le décès plus récent du jeune David Lacour à Sainte-Adèle, un jeune âgé de 17 ans, qui s'est fait tirer dessus par des policiers, alors que selon sa copine, il avait les deux mains levées en l'air. Encore là, c'est un jeune qui meurt trop vite aux mains de la police, et il n'y a pas de problématique de santé mentale là-dedans. Alors, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait aller vraiment directement au cœur de la formation policière et du fait qu'on inculque la notion de tirer pour tuer. Oui. Mais vous m'avez pas toujours répondu à ma question, Monsieur Popovic, à propos on a dit que Monsieur Mario Hamel, Farshad, Jean-François, ils souffraient tous de mêmes problèmes psychiatriques et tout. Eux, dans leur cas, il n'y avait pas d'enquête publique, alors que dans celle de Monsieur Magloire, c'était déclaré très rapidement. Oui. Est-ce que, selon vous, quels sont les critères pour qu'une enquête soit déclarée publique? Est-ce que là, ça a été le ras-le-bol qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, qui fait qu'on a pensé à mettre une enquête médiatique? Ou bien, ça c'est mon opinion et l'opinion peut-être de plusieurs personnes, est-ce que parce que Alain Magloire est le fils de quelqu'un, c'est-à-dire un ancien procureur de la couronne de la ville de Montréal, qui a fait en sorte que ça a aidé son cas pour que ça soit apporté plus rapidement pour une enquête publique? Bien, écoutez, là-dessus, je pense qu'on peut juste spéculer, parce qu'il n'y a pas de critères vraiment précis dans la loi sur la recherche des causes et circonstances des décès pour déterminer dans quelles circonstances le coroner en chef va décréter une enquête publique. Oui. Il n'y a rien de précis là, dans la loi à ce sujet-là. Alors, c'est possible, ce que vous me dites, mais moi, j'en ai absolument pas la moindre idée. Mais si vous voulez mon avis, moi, il devrait y avoir une enquête publique à chaque fois qu'il y a un décès de citoyen aux mains de la police. Pour moi, c'est très clair. Hein? Et il y a une autre chose que je voudrais dire à propos de l'enquête publique à venir, parce que bon, il faut aussi être bien conscient là, que cette enquête publique-là ne pourra pas commencer avant la fin de l'enquête criminelle, là, la police qui enquête sur la police et ainsi de suite. Donc ça va prendre le temps que ça va prendre. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait pas le même problème qu'on a vu dans d'autres enquêtes publiques, c'est-à-dire que on a vu, par exemple, dans l'enquête publique là, de la coroner Catherine Rudel-Tessier sur le décès de Mohamed Anas Bénis, que l'État ne voulait pas assumer les frais juridiques de la famille de la victime. Et il y a eu dans le projet de loi 12 là, qui prévoit la création du Bureau des enquêtes indépendantes, une disposition dans cette loi-là qui donne le pouvoir au coroner pour la première fois d'ordonner à l'État d'assumer des frais juridiques, donc d'une partie de membres d'une famille qui perd un proche. Pour qu'il arrive à se défendre. Cependant, ce que cette disposition-là dit aussi, c'est que le gouvernement peut adopter un règlement, ce qui n'a toujours pas été fait, un règlement qui va plafonner le montant des frais juridiques qui vont être assumés par l'État pour les proches du défunt. Alors, moi, le problème que je vois là-dedans, naturellement, c'est que du côté de la police, il n'y a pas de plafond là, au niveau des frais juridiques qui sont assumés par l'État. Si je regarde juste là, l'enquête du coroner sur le décès de Freddy Villanueva, plus de 500 000 $ ont été versés à l'avocat du policier Jean-Louis Lapointe
par la Ville de Montréal, donc on parle de fonds publics. Donc, en tout cas, c'est une question là, qui reste en suspens à ce moment-ci. Monsieur Popovic, comme dernière question, les enquêtes publiques sont nécessaires, mais est-ce que pensez-vous qu'ils ont toujours aboutir? Bien évidemment, comme on le sait, là, les enquêtes publiques, ils ont l'utilité de permettre au public d'être informé sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour de l'événement, dans le meilleur des cas. Oui. Et il y a le volet préventif qui sont les recommandations visant une meilleure protection de la vie humaine. Cependant, le mot recommandation le dit lui-même, donc le coroner n'a pas le pouvoir de contraindre un ministère ou un quelconque organisme public de changer quelques façons de faire. Alors effectivement, c'est quand même assez limité. C'est loin d'être un idéal, une enquête publique, effectivement, oui. Votre dernier mot, l'impunité des policiers qui sont mis en question? Bien, écoutez, c'est parce que même à ce moment-ci, on ne sait même pas c'est quoi le nom du policier qui a tiré. Oui, donc, on ne sait pas si ce policier-là a déjà tué d'autres personnes avant. On ne sait pas s'il y a des antécédents déontologiques ou quoi que ce soit. Alors qu'on connaît, encore une fois, on connaît tout presque de la vie de la victime et on connaît pratiquement rien du policier qui a fait feu. Et c'est encore là un déséquilibre qui est en défaveur des victimes, malheureusement. Tout à fait. Monsieur Alexandre Popovic, je vous remercie énormément de votre intervention de ce matin et à la prochaine. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'était monsieur Alexandre Popovic du groupe opposé de la brutalité policière. Madame Xavier, oui? Revenons un petit peu en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de justement la première histoire de la dame qui a été victime, la mère de la victime, là, en deux petits mots là rapidement. De toute évidence, si nous allons sur le site de TVA et qu'on tape agression sexuelle, l'école John F. Kennedy, ouais. Les premières phrases que nous lisons, c'est grâce à la vigilance d'un intervenant, un membre du personnel de l'école à Beaconsfield a surpris en train d'agresser sexuellement un enfant, a été arrêté par la police puis congédié. Puis les premières paroles de monsieur Poirier, l'école a extrêmement bien agi. Bien fait son travail là. Okay. Donc tout le long de l'entrevue écrite ou l'entrevue audio vidéo, tout ce qu'on peut remarquer que c'était une tentative d'absoudre l'école et la commission scolaire et non pas de protéger la victime. Et la personne qui a voulu défendre aussi la victime. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment une défense pour le système. Alors voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. On vous dit merci d'avoir été à l'écoute. On dit aussi merci à la dame, à la mère de la victime qui a eu ce courage-là de témoigner sur ce plateau ce matin. Je dis aussi merci à monsieur Alexandre Popovic pour son intervention. Merci aussi à notre technicien de son, Miguel, d'avoir veillé sur le son de ce matin. Je dis aussi un grand merci à ma collègue Viola Xavier et à vous, chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine émission. Au revoir. C'est une émission formidable sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide. C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui « Je veux donner mes organes ». On va attendre un instant pendant que vous le faites.